Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à Rennes Damien Cavaillès. Bonjour. Salut Damien, ça va bien ? Ça va bien, ouais. Ouais, on dit bien Cavaillès ? Absolument. On prononce bien le S à la fin. Oui, puis il y a un accent, je l'ai fait rajouter. Ah, il est en ok. post-prod l'accent, ouais. Donc Damien, tu es le fondateur de WeLoveDev.com. Ta mission, alors là je cite ta bio LinkedIn, donc là j'ai copié-collé, c'est d'aider les professionnels de l'IT, les devs et leurs collègues à trouver le bonheur dans leur vie professionnelle. Ok, bon, on va en parler. Ça n'a pas bougé en vrai. Par contre, ma bio LinkedIn, c'est un pavé maintenant. Genre, ouais, il y a pas mal de choses, ouais. Je l'ai écrite il y a 3-4 ans. Je pense que je pourrais la couper au couteau, quoi. Ouais, et donc ça n'a pas. En tout cas, c'est un vaste programme dont j'ai envie de reparler. En tout cas, c'est hyper sympa d'avoir accepté cette invitation, d'être venu à Rennes. Alors, t'en profites aussi, j'imagine, pour voir quelques-uns de tes clients bretons. Et tu fais bien. Voilà. Alors en vrai, mes collègues vont voir des clients et moi j'en ai profité pour te voir toi et d'autres gens. C'est cool. Voilà. moi je travaille, je rencontre des gens que j'avais envie de rencontrer. Ok, très très cool. Alors, écoute, avant de commencer et puis de parler de We Love Dev, ouais. Tu vois, et d'aller sur quelques sujets autour du recrutement dans le monde de l'IT, j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant We Love Dev ? Moi du coup j'ai fait une école d'ingé, j'étais toujours passionné d'informatique, je voulais faire une école d'info, mais alors quand je suis arrivé en post-bac, les écoles d'info c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, donc on faisait des écoles d'ingé pour faire de l'info. Ouais. Mais j'aurais probablement plutôt fait une école d'info si j'arrivais aujourd'hui, tiens. Et quand j'étais à l'école, je suis allé sur un événement d'entrepreneuriat et là j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai commencé à monter des boîtes déjà en première année d'ingé, quoi. D'accord. Des boîtes autour de quoi ? Autour de l'IT ou d'autres sujets ? Écoute, c'était des rencontres. J'ai rencontré les gens et j'étais toujours numéro 2, j'étais toujours le tech dans le binôme. Okay. Donc ouais, j'ai bossé sur une boîte de covoiturage qui aurait pu devenir Blablacar, mais qui est devenu rien du tout. J'ai bossé sur. Tu l'as pas vendu à Blablacar ? Non, mais nos concurrents de l'époque, parce qu'à l'époque, t'avais une idée, on était que deux à avoir l'idée dans le monde, quoi. Ouais. Nos concurrents, ils ont vendu à chauffeur privé après. Ah, bien. Ouais, et ils ont monté notre boîte, ils font des vélos maintenant. C'est Cowboy. Okay. Les gens qui font ça, c'est les mecs qui font Cowboy, ils faisaient la même chose que nous à l'époque. Et donc, puis après, j'ai bossé sur des objets connectés dans le skateboard, parce que j'ai rencontré des gens fascinants dans ce métier-là. Et moi, j'ai fait une école d'électronique et d'informatique, donc j'ai fait beaucoup d'objets connectés, j'ai fait beaucoup de dev pour des bagnoles. J'ai pas, pour les gens qui me connaissent, j'ai pas de voiture, je ne conduis pas. Okay. Je sais conduire, mais je n'affectionne pas les voitures. Et en fait, dans ma vie de dev, j'ai bossé que dans des boîtes de bagnoles. C'est bon, ça. Ouais, vraiment, j'ai fait du port OBD, j'ai fait des trucs techniques sur les voitures, etc. Okay. Un marché super anxiogène, en vrai, pour moi, ça me plaisait pas du tout. Mais il se trouve que l'aventure entrepreneuriale qui a marché, c'est We Love Dev et m'a emmené ailleurs, quoi. Ok. Donc t'as fait dev, t'as été développeur. Ouais, j'ai bossé en startup à Paris, etc. Okay. J'ai bossé chez Altran. Ouais. Ok. J'ai bossé en studio, j'ai refait Ocean Drive quand j'étais jeune diplômé, si ça te parle. Ah ouais, bien sûr. Et donc t'es arrivé à la création de We Love Dev. Et qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à créer cette structure ? Et puis tu vas nous expliquer ce qu'elle fait aussi. La vraie histoire est un peu nulle, hein, mais en vrai, j'ai racheté un nom de domaine que je trouvais bien et je me suis dit, il vaut plus que 6 €, quoi. Parce que We Love Dev, c'est plutôt sympa. Hein. Alors, c'est pas celui-là de nom de domaine. J'avais jechercheundev.fr à la base. C'est vrai ? Ok. Ouais, et qui avait, enfin, tu vois, dans le nom, déjà, il n'y a pas de proposition de valeur. Il n'y a pas de marque. Il n'y a aucune plateforme de marque, pas de proposition de valeur. Juste un problème. Et alors que toutes les boîtes que j'avais montées avant, j'avais une vision du marché, on avait une solution. Moi, j'étais excité par le fait de construire la solution. Là, j'ai juste acheté ce nom de domaine-là pour détecter des besoins et développer du business. Et ça a super bien marché. J'ai eu, sans faire d'acquisition, j'ai fait... j'ai fait un article
j'ai fait ça le 25 décembre par oisiveté, bien sûr. Et en mai ou juin, j'ai écrit un article, j'avais envoyé 1337 hello. Tu sais, c'est les gens qui laissent leur mail, je les recontacte. Oui. Et je faisais que des interviews. À l'époque, j'étais dans cette vibe de lean startup où t'as pas de produit, essaie de vendre le produit de tes concurrents pour découvrir la difficulté de vendre le truc, pour comprendre les besoins, creuser la pain. Et après avoir fait ça pendant plusieurs mois, mon associé qui a créé la boîte avec moi, il m'a dit non mais Damien, il y a une vraie traction. Moi je vais quitter mon job à San Francisco, je reviens à Lille et on fait une boîte ensemble. Et on n'avait pas... Non, on s'est juste dit on va creuser la traction et trouver le business qu'on veut faire après, quoi. Ok. Donc tu crées We Love Dev, on est en fin 2015 ? Début 2016, c'est ça ? C'est à la création de la société, c'est 2016, donc février 2016, et le nom de domaine, je l'ai créé je l'ai acheté en premier nom de domaine que j'ai acheté, c'était en décembre 2016, quoi. Ok. 2015. Alors tu peux nous expliquer la mission de We Love Dev ? C'est quoi votre objectif ? C'est vrai que déjà sur Je cherche un dev, il y avait la notion que quand des gens se rencontrent, ils font des projets chouettes ensemble et c'est des gens heureux, tu vois. Ils sont heureux de faire les choses ensemble. Parce que on n'avait pas de proposition de valeur, mais il y avait quand même un storytelling qui était écrit dessus et ça existait déjà. Et la mission de We Love Devs, c'est finalement je pense que c'est vraiment la même depuis toujours, même si le business a changé, c'est de réenchanter le recrutement pour les techs, quoi. D'accord. Et quand on a commencé, nous à l'époque, les devs, ils étaient sursollicités sur LinkedIn, ils fermaient les comptes LinkedIn alors qu'ils cherchaient quand même du travail parce qu'ils avaient que des sollicitations pourries. C'était vraiment, c'était compliqué. Les gens étaient dans des boîtes, ils étaient pas heureux et pour autant, ils étaient fermés aux recruteurs parce que vraiment toute la journée, il y avait des gens qui te rentraient dedans et qui te proposaient n'importe quoi, tu vois. Et donc moi, j'avais cette vision-là déjà de dire qu'il faut faire de la marque employeur pour réenchanter l'expérience de recrutement des candidats, quoi. Ok. C'est-à-dire que les devs à l'époque, vraiment, imagine, c'est comme s'il y avait des vendeurs à la sauvette qui te rentrent dedans pour te vendre n'importe quoi. Alors que quand tu vas chez Darty pour acheter une GoPro, on t'a donné envie d'aller chez Darty, on t'a donné envie d'acheter d'une GoPro, tu vois, ça c'est du marketing. Ouais. Et j'ai dit, ça c'est le marketing du recrutement, faut le faire pour les métiers des devs, faut le faire pour les jobs, pour les boîtes. Et c'est ça la marque employeur. C'est pour ça que nous, on n'a pas fait une agence de marque employeur, ce qui est super intelligent, mais nous on a fait une plateforme, ce qu'on appelait à l'époque une plateforme de marque employeur, parce qu'on voulait développer un endroit où c'est normal de parler de ton job, de dire pourquoi t'aimes ta boîte, de dire pourquoi t'as fait cette carrière et pas une autre, et où les gens ils peuvent se retrouver là-dedans et construire leur carrière aussi en écoutant les autres, quoi. D'accord. Et pourquoi vous avez fait ça dans la tech ? Est-ce que tu vois, c'est quoi les différences que tu vois, même maintenant en 2024, entre le recrutement tech et le recrutement des autres métiers ? Alors c'est quoi les vraies différences pour toi aujourd'hui, toujours ? Parce qu'à la base, nous, on s'est construit sur le problème de recruter des devs. En 2018, c'était dur, c'était un enfer. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est plutôt accessible, quoi. Je te dirais. Et moi, en tant que chef d'entreprise. C'est assez récent quand même. Ouais, c'est assez récent. Parce que 2022, 2023, début 2023, c'était encore tendu de recruter des devs. Ça s'est vraiment détendu. Il y a eu des signes comme quoi ça allait se détendre avec la guerre en Ukraine, de manière générale, mais ça s'est détendu particulièrement en 2023, quoi. Ouais, 2023, toi, t'as vu le changement, quoi. Ah oui, le changement, il est violent en 2023. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, en 2024, c'est quoi la différence que je dois avoir, moi, en tant qu'RH, quand je veux recruter des profils qui sont, je sais pas, commerciaux, marketing, etc., ou je veux recruter des devs, ou des profils tech, au sens large d'ailleurs, c'est quoi les diffs aujourd'hui ? Du coup, moi, dans ma boîte, en tant que chef d'entreprise, j'ai recruté des commerciaux et des gens qui font du média, tu vois, des tech audiovisuels, des réalisateurs, des professionnels de la communication. Et je trouve qu'il y a deux parallèles qui marchent bien. Déjà, le premier, c'est avec les commerciaux, finalement. Tout le monde s'appelle commercial, mais franchement, personne ne fait deux fois le même métier. Vendre du logiciel, vendre du B2B, du B2C, les process courts, les process longs, tu vois. On a tous le même nom, mais on ne fait pas le même métier. Il y a ce problème-là avec les devs aussi. Ils font tous le même métier, mais ils font tous un métier différent, mais avec le même nom. Et je trouve qu'il y a une autre difficulté aussi qui marche bien avec les métiers de la communication, c'est que dans la communication, tu as vraiment des gens qui sont vraiment stratégistes, qui vont comprendre la façon dont un message est compris, etc. Par contre, tu leur demandes de faire une vidéo, techniquement, c'est pas leur zone de confort. C'est pas leur job. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette distance-là chez les devs, il y a un peu ces gens-là qui ont une capacité à comprendre le métier, à créer de la valeur pour les utilisateurs parce qu'ils ont compris ce dont ils ont besoin, à concevoir des projets durables, à avoir une vision long terme, mais qui pour autant, au day-to-day, codent pas forcément bien, et d'autres gens qui au quotidien vont être très techniques, etc., mais vont pas arriver à concrétiser ça en vision business, tu vois. Et je trouve qu'il y a vraiment ce parallèle qui marche avec les métiers de la communication, qui marche avec les devs aussi, d'accepter que tu as des gens qui sont moins techniques, mais qui donnent de la vision et qui créent de la valeur autrement, tu vois.
Ok. Et c'est ça qui est compliqué parce que tu vois, si on compare les gens en entretien, on va comparer que les gens sur la partie technique. Ouais. Et bon, ok, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais est-ce qu'ils créent moins de valeur pour autant? Non. Est-ce qu'ils créent plus de valeur? Pas forcément. Tu vois, une entreprise, c'est un peu plus compliqué que être le meilleur à coder du Java, ça fait de toi le meilleur développeur, tu vois. Alors, et aujourd'hui, en 2024, tu dis que le marché c'est un peu retourné. C'est quoi les défis de recruter un dev? Parce que du coup, il y a peut-être moins de défis pour un RH. Je vais passer une annonce sur un job board classique, traditionnel, et puis je vais crouler sous les candidatures. C'est quand même pas ça non plus. Mais c'est ça qui est cruel. Hein. C'est que du coup, vraiment, genre aujourd'hui, si t'as pas de candidature sur ton annonce, c'est soit que t'as pas compris le poste et que du coup ton annonce elle parle pas. Ok, on va revenir sur l'annonce du coup. Soit que ton job il est pas attractif. Hein. Vraiment, là maintenant, c'est parce que si ton job il est un minimum attractif, il y a des candidats. Et c'est là où nous, en tant que job board spécialisé, on doit se remettre en question. Parce que les candidats aujourd'hui qui sont vraiment intéressés, ils vont chercher les jobs sur Indeed et LinkedIn. Alors qu'avant, ils y allaient pas. Tu vois, maintenant les devs, ils ont vraiment qui sont vraiment en recherche. Ils vont chercher les jobs où ils sont, quoi. D'accord, partout. Donc vraiment, tu vois, autant l'an dernier, effectivement, les clients, il fallait qu'ils dépensent en 2022 ou en 2018, il fallait que les clients ils achètent les bons supports pour publier leurs annonces, etc. Sinon, il y a ou qu'ils passent par des cabinets de chasse. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc vraiment, si t'as pas de candidat sur ton annonce, c'est qu'elle est pas attractive ou ou que t'as pas compris le job et qu'elle parle pas, quoi. Ok. Et donc vraiment, dans les deux cas, vraiment, c'est cruel du coup, parce que nous on voit toujours ça, hein, c'est que t'as 20% des annonces qui mangent 90% des candidatures, c'est vraiment cruel de voir ça. Ça tu le vois concrètement. Mais ça a toujours été comme ça. Alors c'est quoi le succès? Du coup ça m'intéresse, c'est quoi le succès de ces 20% d'annonces? C'est quoi aujourd'hui une offre d'emploi attractive dans la tech? J'ai envie de te dire full remote et 5% de remote en plus par rapport au marché. C'est sûr, cette annonce-là, elle va bouffer 80% des candidatures, quoi. Ouais, mais toutes les boîtes sont pas full remote. Alors non, mais être flexible sur le remote, avoir une politique de remote claire et qui donne une place correcte aux salariés, c'est ok. Hein. Mais alors, par contre, c'est sûr que le marché full remote, c'est un sous-marché qui est 10 fois plus tendu pour les candidats. C'est-à-dire que vraiment, mais c'était déjà le cas avant. Ouais. Avant, tu vois, des candidats qui avaient 10 ans d'expérience, avant, ils avaient 10 offres d'emploi pour eux devant eux quand ils voulaient changer de job. Ouais. Mais dès qu'ils passaient en full remote, là, ils étaient 10 à se battre pour le même job, tu vois. Ok. Donc ça, c'était ce qui se passait avant. Ça, c'était ce qui se passait avant. Sauf que bon, maintenant, ils sont déjà à se battre pour le même job quand ils sont pas en full remote. Ok. Mais en fait, il y a quand même un taux d'employabilité qui est assez élevé. Ce qui fait que les candidats, ils regardent les annonces. Ouais, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de chômage dans le monde de la tech aujourd'hui. Sur Syntech, les chiffres du chômage, ils sont à 3%. C'est le chômage des cadres systémiques, quoi. Ouais, donc c'est vraiment c'est quasi du plein emploi pour moi. Ouais. Et c'est ça qui fait que du coup, si ton annonce marche pas, c'est une question d'attractivité. Parce que là, en fait, les gens en ce moment, tu vois, en 2022, en vrai, les gens ils démissionnaient et ensuite ils étaient quasiment certains qu'ils pouvaient retrouver un meilleur salaire, tu vois. En phase. Maintenant, ils sont pas sûrs de retrouver un meilleur salaire. Donc d'abord, ils cherchent, ils trouvent un job, etc. Et c'est pour ça que du coup, ils sont exigeants sur l'attractivité. C'est parce que si tu proposes pas quelque chose qui les intéresse vraiment, en fait, ils restent en poste. Mais donc moi, je reviens à ma question. C'est quoi une offre d'emploi attractive dans la tech? Parce que le full remote, c'est quand même une niche. Ouais, mais personne veut. C'est une niche. Les boîtes aujourd'hui, moi, mes clients qui sont pas dans la tech. Très peu. Ils proposent des postes de dev. Ouais. Ils vont pas proposer du full remote. Ils vont proposer du 1 jour, du 2 jours, voire du 3 jours de télétravail hebdo. Tu vois, c'est à peu près ça que je vois. En moyenne du 2. Allez, on va dire en moyenne du 2. Ouais. Aujourd'hui, un dev, il accepte 2 jours de télétravail sur 5 ou pas? Ou est-ce qu'effectivement, sur la population tech, il faut... on doit, nous en tant qu'RH, proposer peut-être plus de jours de télétravail pour attirer les meilleurs. En fait, je pensais pas à une question de nombre de jours. Ouais. C'est une question de culture d'entreprise et de voir comment c'est valorisé les gens qui sont en distance, tu vois. Okay. Parce que en fait, si tu dis tout le monde a le droit à 1 ou 2 jours de télétravail, mais qu'en fait les gens quand ils sont pas au bureau, on considère qu'ils sont pas là, ça marche pas. Et ou qu'on les contrôle. Voilà. Et donc c'est pas ça que les devs ils veulent avoir la même place dans l'entreprise quand ils sont pas au bureau que quand ils sont au bureau. Ok. Tu vois, et c'est pour ça qu'au niveau de l'annonce, je te dirais pas 2 ou 3, ça change la dose, la donne. Au niveau de l'annonce, ce qui change la donne, c'est d'avoir une politique qui est claire et sincère, tu vois.
de dire et c'est pour ça moi-même dans mes annonces je l'écris, j'écris on a un bureau à Euratech, il faut être capable d'y venir 2 fois par semaine. Par contre j'ai des collaborateurs qui habitent à Béthune, d'autres à Marchienne, et du coup on est en horaire flexible pour éviter les bouchons, etc., tu vois. Et donc j'explique, je dis pas c'est quoi la politique télétravail de l'entreprise, parce qu'en plus vu qu'elle est issue du dialogue social, et franchement c'est le CSE qui décide, hein. Moi j'impose pas quelque chose, c'est le CSE qui dit nous on a envie d'être là 2 jours par semaine, ok, on reste 2 jours par semaine. Je leur dis si vous n'êtes pas là 2 jours par semaine, du coup on enlève les bureaux, et ils disent non on veut garder les bureaux, donc on vient au bureau, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre sur l'annonce, c'est pas un contrat individuel dans la partie RH pour nous. Donc plutôt que de dire le remote chez nous c'est 2 jours par semaine, faut que tu gagnes ton jour de télétravail en plus ou moins, j'explique comment mes collabs pratiquent le télétravail. J'explique il y a des collabs, du coup ils se permettent de vivre un peu plus loin, il y a des collabs qui viennent plus souvent que d'autres, il y en a qui viennent 2 jours à 3 jours au bureau. Moi j'habite à 4 km du bureau, donc des fois je n'étais pas prévu, mais en fait je suis là. Il y a des collègues qui font pas ça parce qu'ils habitent un peu plus loin, voilà, j'explique. Donc c'est le côté un peu souplesse, individualisation en fonction des contraintes de chacun, dans un cadre global, c'est ça qui va marcher, quoi. Mais c'est cohérent dans la mesure où le métier de dev c'est un métier que tu peux faire dans toutes les boîtes de France. Il y a 14 000 entreprises qui vont recruter au moins un dev cette année, ça ne ressemble à rien. Un de mes premiers clients c'était un négociant d'huîtres à Saint-Malo, tu vois, enfin vraiment, et tu peux être dev, architecte BPM dans un négociant en huîtres, tu vois, donc vraiment tout est possible dans l'IT. Et donc du coup, comme il y a un nuancier de métiers qui sont tous différents et hyper segmentés, etc., avec des compétences supérieures, du coup, en fait, il y a des rythmes de travail différents, il y a des gens qui ont des styles de vie différents, et du coup, tu as des gens qui kiffent bosser dans l'industrie, qui vont aimer aller sur l'usine, voir les objets connectés, est-ce qu'ils marchent encore, déployer de la 5G, et du coup, qui vont être OK avec le fait que l'usine soit un endroit où tu as un vestiaire et tu te changes, etc., et puis il y a des cols bleus, des cols blancs. Tu vois, c'est des gens pour qui c'est leur monde, et ça reste des devs. Il y en a d'autres qui préfèrent bosser dans des boîtes où tout le monde est col blanc, il y en a d'autres qui préfèrent bosser dans des sièges, etc. Enfin, vraiment, tout est possible. Et donc, c'est pas s'adapter aux contraintes individuelles de chacun. Pour moi, c'est plus que, en fait, on a un métier où tout le monde le pratique d'une manière différente, et c'est difficile même pour le candidat de trouver ce qui lui plaît, parce qu'il y a un éventail d'offres qui est large. Et de trouver ce qui lui plaît, et d'être clair sur ce qu'il a envie de faire, et une fois qu'il sait ce qu'il veut, de trouver ce qui lui plaît, de trouver ce qu'il cherchait, quoi. Ok, donc moi si je suis une entreprise, je veux recruter des devs, ok, je te contacte, We Love Dev, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer un espace de mon entreprise sur ton site, donc c'est à l'instar de Welcome, etc., c'est un Welcome to the Jungle des devs, c'est quoi les grandes nuances? En vrai, ça marche à peu près de dire qu'on a un Welcome to the Jungle des devs. Sauf que chez nous, tu peux créer une page entreprise gratuitement déjà, donc ça ressemble plus à LinkedIn ou parce que je vois là, je suis sur le site, je vois 3154 entreprises, donc c'est pas rien, quoi. Ah oui, après on existe depuis 8 ans. Donc ça, je peux la créer gratuitement, en fait. Ouais, tu peux créer ta page entreprise gratuitement. Tu seras un peu limité sur ce que tu peux mettre dessus, etc. Mais comme une page LinkedIn ou une page Glassdoor, tu peux créer ta page gratuitement, quoi. Ah, ok. Et derrière, en fait, c'est un site d'emploi. On a plusieurs milliers d'annonces en ligne. Si tu veux mettre ton annonce en plus, tu dois acheter des slots. Et on a des formules en ligne où il y a un emplacement d'annonce et tu peux solliciter une dizaine de candidats par jour dans la CVTech. On a une CVTech chaude. Ok. C'est quoi une CVTech chaude? Comment vous la rendez chaude? On enlève les candidats qui répondent pas, c'est tout. Il y a plus de 70 000 comptes créés pour les candidats sur We Love Devs. Quand tu vas dans la CVTech chaude, tu en vois que 3600 et c'est les devs qui répondent en ce moment, quoi. D'accord. Et voilà. Et donc les autres, vous savez qu'ils répondent pas aux sollicitations des entreprises. C'est ça. Vous le tracez, ça, forcément. Et donc, au bout d'un certain temps, vous killez le compte du dev il reçoit un mail de moi qui lui dit écoute, tu réponds pas aux entreprises, peut-être que ton projet de changement de poste, il a changé. Je me suis permis de désactiver ton profil pour pas que tu sois trop sollicité. Intéressant. Et les gens, ils répondent merci Damien. Ça, pour moi, c'est une vraie différence. Parce que, franchement, pour avoir acheté les CVTech quand j'étais dans un cabinet de recrutement avant, j'avais pas ce sentiment. J'avais plutôt le sentiment, tu vois, les CVTech, globalement, au bout de 2 ans, les CV étaient supprimés si la personne n'avait pas fait de mise à jour. Mais de là à se dire, elle est chaude, elle est froide, j'avais pas, moi, cette vision-là en tant que client. On te met même une flamme s'il est actif dans les 48 dernières heures, quoi. D'accord, donc j'ai une vraie vision de la réactivité quelque part, temporelle
lié au moment où je passe mon annonce, au moment où je cherche. Il y a un truc intéressant, c'est que Will of Death, c'est un site communautaire avant d'être, en plus d'être un site d'emploi, ou je sais plus si c'est avant ou après, mais c'est une communauté. Okay. Et donc les devs, ils partagent des questions d'entretien technique sur Will of Death. C'est quelque chose qu'on n'avait pas écrit sur le plan, hein. C'est quelque chose qui est venu par opportunité. Donc il y a 3450 questions d'entretien qui ont été écrites par des devs. Il y en a plus de 4000 au total, mais on les dépublie au fur et à mesure que les devs nous disent qu'elles sont plus pertinentes. Tu vois. Et donc les devs aujourd'hui, ils peuvent proposer des questions eux-mêmes. Et il y a d'autres devs, d'autres candidats qui vont les valider, les modérer. Ils échangent vraiment à la même manière que sur GitHub, hein, avec des commentaires en mode je suis pas très sûr que cette question soit pertinente. C'est vraiment, donc vraiment c'est contributif, on va dire. Alors nous, c'est pas open source, mais c'est contributif, quoi. Et donc du coup les devs ils peuvent avoir des médailles qu'ils ont gagnées, ils peuvent avoir des QCM, tu vas voir celui-là il est top 3% sur le QCM JavaScript, et donc tu vois tu as des indicateurs au-delà du CV de leur activité sur Will of Devs, et des indicateurs de leur pertinence, de leurs compétences techniques. Alors, tout à l'heure, je te disais, il n'y a pas que les compétences techniques, mais en vrai, quand même, genre sur les profils de dev, en général, tu regardes que l'école et les expériences. Il y a des devs qui ont... les majorités des devs qui vont prendre un job dans l'année, cette année, ils n'ont pas une école qui est brillante et ils n'ont pas une expérience qui est brillante. Et les QCM, ça fait vraiment la différence. Parce que, tu vois, avant, justement, sur les CV, tu regardais les écoles, tu regardais les expériences. Maintenant, il a ni école ni expérience, mais il est top 3% sur JavaScript. Je vais peut-être quand même lui parler, quoi. Il a besoin d'un visa pour travailler en France. Je vais peut-être quand même lui parler, quoi. Tu vois, donc nos QCM, ils ont cette valeur-là. Ça, je comprends, ils sont pas absolus. C'est pas parce que tu as un mauvais score sur un QCM, tu ne mets juste pas sur ton profil. Oui, bien sûr. Voilà. Et par contre, moi, en tant qu'entreprise, quand je vais dans la CVTech, je vais trouver le profil, par exemple, là, je vois Maxime Javot, qui a l'air d'être c'est le champion de la saison. C'est le champion de la saison. Si je vais sur sa page candidat, on va dire, en tant qu'entreprise, dans la CVTech, je vais voir que Maxime Javot, il a 11 médailles d'or, 8 médailles d'argent, etc. Et je vais pouvoir creuser en quoi, on va dire. Là, tu es sur son profil public, hein, donc je crois qu'il a même mis son LinkedIn, Maxime Javot, en l'occurrence. Donc tu peux le contacter en dehors de Will of Death sans souci, en partant de Will of Death. Et donc tu vas pouvoir, il a même peut-être un profil public Will of Death. Exact. Donc tu peux le contacter là directement. Mais si tu avais utilisé notre CVTech, il serait ressorti dans les candidats JavaScript. Il y a d'autres candidats qui sont peut-être moins publics parce que lui, il est en recherche active. Et il y en a qui sont moins en recherche active, mais tu vas voir effectivement au moins les qualifications, etc. Et tu auras accès à son profil public et aux engagements qu'il a pu faire, quoi. D'accord. Mais alors du coup, vu que j'ai accès, là je paye pas moi. Tu vois, je suis en mode visiteur de votre site. Je suis allé sur la page LinkedIn de Maxime. Effectivement, je peux y aller. Donc je peux le contacter. Mais vous gagnez pas votre vie du coup. Tu gagnes pas ta vie là. Ouais, mais c'était la mission. Okay. Non, mais en vrai, on gagne pas notre vie, mais les candidats, ils viennent nous voir, c'est pour trouver du travail. Et si je leur dis que tu trouveras du travail que chez mes clients, je suis un cabinet de recrutement, quoi. Alors on fait la prestation de cabinet de recrutement aussi par ailleurs. D'accord, ok. Mais c'est ça que j'ai besoin de comprendre. La promesse pour les devs, pour moi, elle doit être complète. Et c'est pour ça que tu vois, si je suis en leur disant, j'étais là à trouver du travail que chez mes clients, en fait, je trouve que c'est un peu fermé. Et moi, je veux vraiment que, Will of Dev, c'est le one stop pour un dev. Tu veux améliorer ta carrière, il y a tout ce qu'il faut sur le site web, quoi. Oui. Et Maxime Javot, c'est un jeune qui était en pleine remise en question. Il avait l'impression, parce que quand t'es candidat, tu te fais rejeter sur plusieurs entretiens d'affilée, tu te remets en question quand même, tu vois. Et il a passé une dizaine de QCM un samedi, et il est arrivé tout en haut du tableau avec 600 points, tu vois. Et il m'a dit, non mais Damien, c'est trop bien, ça m'a redonné confiance en moi et tout. Et je dis, mais si t'as raté les entretiens, c'est peut-être que les entretiens étaient pas mal faits. Tu vois, et du coup, ça lui a redonné confiance en lui pour les candidater dans les boîtes, et il est sérieusement compétent. Après, sur la partie savoir-être et sur les expériences, peut-être qu'il explique pas bien ce qu'il fait, tu vois. Mais en tout cas, sur la partie technique, ses connaissances théoriques, elles sont excellentes, tu vois. Clairement, c'est clair. Et sur la partie un peu soft skills, du coup, vous accompagnez ces devs-là à s'améliorer, à réussir, peut-être aussi à gérer des entretiens de recrutement, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. Alors, on a un Podia, on a une formation en ligne gratuite. Alors il y a une formation en ligne gratuite pour les jeunes reconvertis en 8 leçons. Et on a une formation en ligne payante pour les gens qui veulent plus de contenu, sur laquelle il y a plusieurs heures de formation. On fait ça au tout début de Will of Death, quand il n'y avait pas beaucoup de volume. Tous les candidats, on leur proposait un call. D'accord. Et on met, il y a encore sur beaucoup de CV, beaucoup de profils, des notes de l'équipe, tu sais.
Une note de l'équipe, un peu à la Apple Editor's Choice, tu vois, sur le truc. Donc il y a encore ça, mais en vrai, on gagne pas assez bien en audit pour parler à tous les candidats. Donc sur la partie cabinet de recrutement, quand on a des clients qui nous demandent des missions de chasse, ça on peut le faire, quoi. Donc on a un consultant RH qui fait ça, qui prend des missions de recrutement. Il a un panel de clients, une clientèle très limitée, et pour démarrer un client, nous on fait forcément un audit, ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence avec le job board, parce que il y a des cabinets de recrutement qui ont eu des petits job boards avant. Mais le truc, c'est que le client, il arrive, c'est soit tu payes 18% au succès, soit tu mets 200 € l'annonce. Bah, je vais pas payer 200 € l'annonce, tu vois. Nous, c'est soit tu payes 200 € l'annonce, soit tu prends 2500 € d'audit de chez nous, et après, on travaillera ensemble sur ta mission, tu vois. C'est quoi un audit ? Bah, qu'est-ce que vous faites quand vous faites un audit dans la prestataire, le cabinet de recrutement, du coup ? Alors, le consultant en recrutement que j'ai recruté cette année, Alexandre Chavin, il a vraiment une vision du métier excellente. Franchement, sous-coté dans le LinkedIn game. Et moi, j'ai adhéré à cette vision-là quand je l'ai eu en entretien. Et lui, il a une vision slow recruitment. Et effectivement, en vrai, ça fait 6 mois qu'il le déploie chez nous. Et c'est vrai que les résultats sont impressionnants. C'est-à-dire qu'il va effectivement prendre 2 à 3 jours d'audit en début de mission. Il va parler à tous les interlocuteurs, les prises de parti sur le ou les postes concernés. Et il va livrer une fiche de poste, un guide de prise de poste au client et un plan de sourcing au client avec une estimation du temps de sourcing. Et il leur dit maintenant, ça tu peux... nous, on va quand même prendre une success fee si on fait le placement, mais ça tu l'utiliseras quand même si tu prends un candidat d'un autre avec un autre client. Tu vois. D'accord. Et c'est hyper intéressant parce que il est hyper efficace dans son sourcing parce qu'il va présenter beaucoup moins de candidats. Honnêtement, sur un poste d'engineering manager, il arrive à pousser 3 candidats et à faire un placement de 3e candidat. Tu vois. Et sur des postes où, du coup, le temps de sourcing, normalement, il est de 3 à 6 mois, il arrive à les closer. Ça peut être long sur certains postes. Et ben, il arrive à les closer beaucoup plus vite. Et je trouve dans l'efficacité opérationnelle, c'est intéressant parce que du coup, il s'épuise pas en sourcing parce qu'il avait vraiment bien qualifié le poste. Ses clients ont une forte valeur perçue de lui parce que il leur a apporté de la valeur avant d'avoir approché des candidats. Ok. Et alors, du coup, les clients, ils nous recommandent à d'autres clients. Donc, du coup, ils gagnent du temps en prospection. Tu vois, quand tu gères une activité de câble, tu as toujours la moitié de ton temps où tu cherches des clients et la moitié du temps, tu cherches des candidats. Bah, du coup, là, en ce moment, vu qu'il a fait son audit correctement, ça lui prend moins de temps de chercher des candidats parce qu'il est plus efficace. Et vu qu'il a une bonne relation avec ses clients, une bonne aperçue, il gagne du temps sur la prospection. Moi, je trouve ça fascinant. Ok. Et voilà. Et donc, du coup, notre objectif, si tu veux, avec le cabinet, c'est pas de pouvoir prendre toutes les missions et de pouvoir aider tous les candidats. Ça, le job board le fait. Mais justement de pouvoir prendre les missions où le job board suffit pas. Parce qu'il y a, même si je te donne le meilleur job board pour recruter, en fait, recruter un dev, tous les recrutements sont différents, il y a des postes qui sont plus compliqués que d'autres, et quand tu es RH, tu peux pas avoir l'expertise sur tous les métiers de ta boîte, ou sur tous les postes, il y a des postes plus difficiles que d'autres. Et ça, c'est là où le cabinet de recrutement We Love Dev, il fait la différence. Tu vois. Ouais, parce qu'effectivement, il y a les métiers tech, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, et des métiers d'expertise en plus. Ouais. Je sais pas si vous êtes sur de la cyber, si vous êtes sur de la data, sur de l'IA. Enfin, je sais pas si vous allez sur ces terrains de jeu aujourd'hui en recrutement de profils tech spécialisés dans ces 3 domaines, par exemple. Je trouve que c'est finalement en fait, c'est peut-être, je comprends ton intuition, mais je trouve que c'est une contre-intuition. Tu vois, les devs qui ont une expertise très forte sont très visibles. Tu vois, c'est-à-dire si je cherche un dev qui fait du Cold Fusion, il y en a que 3 des devs qui font du Cold Fusion et qui parlent français, on va les trouver super facilement. Tu vois, c'est pas des moniteurs de planche à voile, hein. Les devs, ils passent leur temps sur Internet à laisser des traces, on les retrouve facilement quand on a des compétences de base en sourcing, tu vois. Et donc, en fait, si tu cherches sur une techno particulière un expert, en vrai, normalement, si t'as pas besoin d'avoir fait une formation en sourcing booléen sur Google pour le trouver, quoi. Vraiment, tu le trouves quand même normalement. T'arrives à faire la liste des gens concernés et rapidement tu vois s'il y a des gens ou pas. Par contre, je trouve que là où il y a du travail RH et où c'est difficile, c'est quand la prise de poste est compliquée parce que c'est une création de poste, quand c'est un poste avec du management, quand c'est un poste avec du produit où il faut comprendre le SaaS par rapport au logiciel, tu vois, enfin par rapport aux ventes de licences. Tu vois, tous ces postes-là où il y a une connaissance métier, une prise de poste qui peut être compliquée, une fiche de poste un peu à géométrie variable parce qu'il y a plusieurs stakeholders. Et finalement, c'est des métiers middle management c'est middle ou top management dans la tech, où tu veux des gens techniques, des engineering managers. Ça, c'est des métiers où le RH, il a beaucoup plus de travail d'habitude. D'accord. Et s'il le traite comme un poste de développeur Java, en fait, ça marche pas. Tu vois, et donc, ce métier-là, ces postes-là, ils ont besoin d'un temps de travail pour comprendre les enjeux du poste que les RH qui sont opérationnels n'ont pas le temps de faire. Et nous, on le fait, quoi. Ok. Très clair. T'es venu sur un sujet il y a une quinzaine de minutes sur
Quand je t'ai posé la question sur c'est quoi une offre d'emploi attractive, tu m'as dit il y a 2 sujets. Il y a le remote, on en a un peu parlé, et tu m'as dit 5% au-dessus de la moyenne du salaire. Aujourd'hui, il faut mentionner le salaire dans l'offre d'emploi. Absolument. Nous, c'est cruel, mais en fait, du coup, maintenant, on utilise de l'IA pour scorer les annonces. Incroyable. Je pensais ça, vous. Alors, je pensais pas qu'un jour on dirait ça, mais cette phrase-là, s'est imposée à moi subitement le mois dernier. Et alors, du coup, maintenant, si tu mentionnes le salaire dans l'annonce sans l'avoir inscrit en paramètre de l'annonce, tu vois, notre logiciel le fait ressortir. D'accord. Et donc, tu vois, si tu l'as mentionné dans ton corps d'annonce au lieu de le mettre dans les champs du formulaire, ton annonce, elle est rankée de la même façon, quoi. Okay. C'est pour ça qu'on a utilisé l'IA pour scorer, parce qu'il fallait comprendre ce qu'il y avait dans le texte, alors ce qu'on ne savait pas faire avant les LLM, tu vois. C'est pour ça l'IA, les LLM en soi, vraiment, ça a changé les choses, parce que maintenant, on lit le texte et on le comprend en tant que développeur, tu vois. Alors qu'avant, on parsait des balises, quoi. Oui. Donc il y a ça, et donc oui, on donne un meilleur score aux annonces qui ont des fiches de salaire. C'est une opinion de We Love Dev, mais je pense que c'est une réalité du marché. Il y a des job boards aujourd'hui qui obligent. Il y a Hello Work, il y a Indeed qui demandent effectivement que le salaire soit affiché dans les offres d'emploi. Vous le demandez, vous, obligatoirement? Non, nous, on l'exige pas. Alors, et puis, je crois qu'Hello Work félicite les clients qui le font, mais le rend pas obligatoire. Hein. Ok. Mais c'est... J'ai 1 ou 2 clients qui me disent, non, moi, je peux pas communiquer en politique salariale parce que... j'ai un client, alors je vais pas dire qui, mais juste les recruteurs ne la comprennent pas. D'accord. Vraiment, le groupe est trop compliqué. Comprennent pas la politique de RM. Et donc je suis OK. Et ils sont, parce qu'en fait c'est le recruteur, il est dans une équipe, ou la recruteuse est dans une équipe, le manager est dans une équipe, et une fois que le manager et le recruteur seront d'accord pour recruter, là le candidat il va rencontrer une HR personne qui gère ce département-là et qui va faire la grille salaire de ce département-là. Et donc c'est vrai que tu comprends, genre ils recrutent des devs Java, mais ils savent pas où ils vont atterrir dans le groupe à la fin, et si t'es dans tel endroit. Ça manque de transparence, ça donne pas super envie, effectivement. Ouais, mais c'est complexe. Ouais, mais t'imagines bien que, un groupe, tu vois, alors je vais citer le mauvais parce que je bosse pas avec CMA CGM, tu vois. Ouais. Mais t'imagines bien que il y a chez BFM salaire, chez BFM ou Altis, les prix de salaire c'est pas les mêmes que sur le port de Marseille, tu vois. Ouais. Donc et la transparence dans ces trucs-là, quand il y a une forte disparité dans les métiers, dans les CSP finalement de la boîte, moi je comprends qu'on soit pas transparent dans les salaires parce que c'est un peu trop compliqué à expliquer. Tu vois, surtout les boîtes en Suisse, typiquement. Elle va expliquer pourquoi les devs chez Nespresso, ils touchent 400K alors que les salariés dans les usines, ils touchent 2K. Enfin, voilà, vraiment, c'est pas explicable de pourquoi, pour le commun des mortels, c'est pas explicable pourquoi les salaires en Suisse dans les sièges. C'est vraiment, ok. Et par contre, le salaire dans l'offre d'emploi, si c'est affiché, toi, tu vois effectivement une augmentation du nombre de candidatures? Claire. Oui, parce qu'en fait, le salaire trop bas, c'est la première raison de ne pas candidater. Ok. Et en fait, c'est OK de mettre un salaire trop bas. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu ce cas-là, tu vois, de me dire... Parce qu'en fait, nous, on rémunère au marché, mais je recrute souvent des gens assez juniors et sur des postes où des gens plus expérimentés qui candidatent quand même, tu vois. Et c'est vrai, je me suis dit, ben voilà, j'ai mis fourchette 28-32K pour un poste en audiovisuel, tu vois. Il y a des gens qui candidatent, ils disent, ben moi, par contre, c'est 35. Tu vois. Alors que t'as affiché 28-32. Ouais. Ils candidatent en disant le poste m'intéresse et tout. Par contre, est-ce qu'on peut augmenter la fourchette de poste? Est-ce qu'on peut augmenter la fiche de poste? Est-ce que on peut avoir un deal sur une augmentation de salaire sur condition de résultat? Tu vois, ils arrivent, ils négocient. Et je me suis dit, c'est con parce que tu vois, si je mets 28-32, je recrute quelqu'un à 35, j'ai peut-être fait fuir des candidats. À 28-32, t'en as fait fuir alors que t'as un budget de 35 in fine. Alors qu'in fine, ceux qui ont été plus audacieux l'auront pris, et ça, je trouve ça pas équitable. Donc maintenant, je mets des trucs un peu plus fous. Je mets 28-32, c'est le budget pour le poste, mais c'est négociable. Tu vois. Ok, tu laisses une marge de négo. Et qui peut peut-être attirer d'autres candidats qui voulaient plus que 32. Ou je dis, n'hésitez pas à candidater si vous êtes hors fourchette, on prendra le temps de discuter. Et je parle du salaire dès l'après-cal. Ouais, ok. Alors ça, pour le coup, au début, je le faisais pas forcément. Et je me retrouvais à la fin avec, c'est vraiment un bon candidat, mais on n'a pas les moyens de l'acheter. Ça, moi, je pense que c'est fondamental. Ouais. C'est soit on met le salaire dans l'offre d'emploi, et si on le met pas, il faut en parler tout de suite. On va pas attendre le dernier entretien. Pour parler de la rému, quoi. C'est une perte de temps pour tout le monde potentiel. C'est rigolo parce qu'en fait, en cabinet de recrutement, c'est le premier truc que tu fais, c'est préqualifier le candidat sur le salaire, la localisation du job et ça. Vrai. Et pourtant, quand on apprend à recruter, on nous l'apprend pas. Tu vois, genre, en tant que chef d'entreprise, c'est pas ce que tu fais. T'as juste envie de voir si les gens sont motivés, ils ont lu l'annonce, ils ont compris la mission, tu vois. Ouais, puis il y a des peurs. Il y a des peurs de parler de ce sujet et tout le monde n'est pas forcément à l'aise.
perso, c'est pas un sujet, donc j'en parle très très vite. J'affiche moi le salaire dans mes offres d'emploi. Je me pose pas de questions. Et effectivement, mais c'est intéressant parce que tu vois, je viens de recruter plusieurs personnes pour We Feel Good. J'avais affiché les salaires. J'ai des personnes qui ont sciemment postulé hors fourchette. Voilà. Après, c'est aussi l'intérêt, c'est que c'est aussi des fois plus facile de leur dire, bah écoute, j'entends. Maintenant, j'ai pas ce budget. Malheureusement, j'ai pas ce budget, donc je ne pourrais pas prendre en compte ta candidature. Et en fait, faut être à l'aise, je pense, pour. C'est pas tabou, quoi, en fait. Bah, c'est pas tabou. Puis il faut se rappeler que c'est qu'une publicité, une annonce. Donc, ce que j'ai fait sur le poste de commercial, j'ai sourcé un peu plus longtemps. Là, sur le poste audiovisuel, j'ai dû fermer l'annonce au bout de 72 heures parce que j'avais trop de candidatures d'épisodes. Ouais. Mais sur le poste de commercial, j'ai sourcé un peu plus longtemps parce que les profils qui venaient, c'était pas du tout les bons, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah viens, je vais mettre une deuxième annonce sur Indeed et ce coup-ci, je vais mettre le salaire à 35 directement. Et puis après, j'expliquerai aux candidats qu'en fait, il y a que 32, tu vois. C'est pas grave. Je me suis dit, et voilà, c'est une publicité, mais une publicité voit les candidats qui sont intéressés par la publicité. L'important, c'est pas, voilà, le salaire sur annonce, c'est pas un engagement contractuel. La question, c'est quand tu mets un salaire sur une annonce, est-ce que ça attire les bons candidats pour toi, quoi? Et c'est plus comme ça qu'il faut le penser parce que vraiment, personne n'est déçu si à la fin tu dis alors oui, il peut y avoir cet effet déceptif, mais si tu le fais dès la précale de dire par contre là, ouais, la fourchette, pour ça, du coup, il faut en parler en préqualification. Tu vois, moi j'ai des candidats qui me disent bah attends, moi j'ai vu sur la fourchette, on peut aller jusqu'à 32K. Je fais ah ouais, par contre, toi, t'as pas du tout le même niveau de qualification, hein. T'as pas fini tes études, t'as jamais travaillé, c'est sûr que tu seras pas sur le haut de la fourchette, tu t'en rends bien compte. Et le candidat fait ah ouais, bah je sais pas, tu vois, donc sur les juniors en tout cas, faut leur expliquer, hein, bah non, moi je pense qu'au REM au marché ici, t'es plutôt à 26-28. Nous on a une politique de REM qui dit qu'on paye personne en dessous de 28, mais tu te rends compte, toi REM marché c'est pas, t'es pas 32, quoi. Ok. C'est quoi les éléments à éviter dans une annonce pour recruter un tech? Ouais, c'est les clichés, hein, startup, baby-foot, cherche un ninja. Alors ouais, dans la tech, ce qu'il y a, c'est, alors je cherche les A-players, les ninjas. Oui. En fait, c'est un métier d'expertise, donc il y a le syndrome de l'expert. D'accord. Le syndrome de l'expert qui est, il y a le commercial à côté de moi dans le rendez-vous qui est là, qui dit, le client a dit j'ai besoin de ça, le commercial fait oh, il y a pas de souci, on sait le faire. Et moi je suis en mode mais je sais pas du tout le faire, tu vois. Et alors ça c'est ce triangle de l'expert en mode mais si t'es un expert sur le domaine. Oui, bah, j'ai déjà fait du PHP, quoi. Tu vois. Moi, je me suis retrouvé à faire des plugins WordPress parce que le commercial a dit, bah, tu sais faire du PHP, c'est faire des plugins WordPress. Le client voulait des plugins WordPress. Moi, je sais pas du tout faire des plugins WordPress. Bon, c'est pas grave. J'étais chez Altran, j'ai trouvé un autre ingénieur qui savait faire des plugins WordPress qui m'a aidé, tu vois, mais c'est galère. C'est galère. Et donc, du coup, sur les annonces, le truc, c'est faire la liste de toutes les compétences de la boîte et dire, on cherche quelqu'un qui travaille sur cette stack. Bah non, parce qu'on pourrait avoir l'impression que tu cherches quelqu'un qui connaît toutes les technos qu'il y a dans ta boîte, alors que non, en fait, tu cherches quelqu'un qui a une expertise sur l'une des technos et qui est à l'aise de travailler dans cet environnement-là. Ok. Tu vois, et donc, du coup, plutôt que de dire, parce que tu fais la liste des technos, tu fais la stack, tu vois, et après, tu dis, bah, cherche quelqu'un qui correspond à cette stack. Et du coup, tu te dis, c'est une liste d'exigences pour le candidat. Non, alors, décris le décor, tu vois. Genre, dans la pièce, il y a ça, ça, ça et ça. Et nous, on cherche quelqu'un qui a envie de travailler dans cette pièce-là. Et en particulier, on cherche quelqu'un qui peut nous aider sur tel techno ou qui est à l'aise avec tel techno, quoi. Mais voilà, il faut vraiment créer une distance sur. Il y a plein de technos dans ta boîte, mais on cherche pas quelqu'un qui est omniscient sur toutes les technos. Okay. Ça n'existe pas. Donc faut être précis. Faut être précis et voilà, être précis et surtout ne pas en faire une exigence candidat. Ok. C'est pas une exigence envers le candidat. C'est décrire l'environnement de travail dans le candidat. Le candidat décidera s'il a envie de travailler ou pas. Et après, dans les exigences, être clair sur ce qui est vraiment une exigence candidat. C'est peut-être que, par exemple, j'ai un client, il veut que les candidats qui savent coder en C et bien. Tu vois. Ok, tu vois, effectivement, dans l'audiovisuel, ils font pareil, hein, ils disent, bah, moi, je veux bosser qu'avec des gens qui font du Premiere Pro. Et ils rencontrent même pas les gens qui mentionnent Final Cut sur leur CV, quoi. Ouais. Mais, en fait, c'est pareil avec les devs. Dans notre boîte, on veut que les gens qui font du Python. Dans notre boîte, on veut que les gens qui font du Java. Mais tous les 25 autres items qu'il y a sur la stack, ça, en vrai, le plus souvent, c'est pas utile. Et ça fait partie du décor, mais c'est pas une exigence candidat. Et c'est difficile quand t'es RH de comprendre c'est quoi la différence entre les trucs. Donc, il faut peut-être poser la question. Oui, c'est les fameux recruteurs qui confondent Java et JavaScript. Non, je pense pas. C'est juste quand tu parles des opérationnels, ils te disent regarde, ça, c'est toute la stack, c'est toutes les compétences. Je vois très bien. Et en fait, il faut challenger un peu en disant ok, mais si je te présente un candidat qui a qu'une seule de ces compétences, c'est laquelle? Ok. Et alors, du coup, sur les compétences précises, étant donné que vous avez effectivement quelque part
Des volumes, je dirais la possibilité pour les candidats, enfin pour les développeurs, je vais y arriver, de faire des tests. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est indispensable de mettre dans un process de recrutement de tech dans le parcours où il y a une étape test technique? Nous, on les vend nos QCM. Les QCM, quand tu es entreprise, tu peux aller sur Webdev et acheter un outil qui permet, c'est les QCM qui sont crowdsourcés. Est-ce que c'est indispensable dans le process? Franchement. Est-ce qu'il faut vérifier quand même ce que nous disent les devs? En fait, je pense que c'est bien de le faire avec un outil externalisé parce que, tu vois, dans le recrutement, nous, en tant que recruteurs, on apprend à chasser les biais, à faire attention aux biais, etc. Les devs, pas du tout, hein. Et le problème, c'est que si tu confies l'évaluation technique de tes candidats à tes devs, il y a trop de biais. Et en fait, ils vont écarter un dev qui leur ressemble pas assez ou qui pense pas comme eux, alors qu'en fait, il est compétent, mais ils savent pas faire la différence, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense de temps en temps, je pense qu'il faut utiliser un outil externe dans le process pour évaluer les devs assez tôt, avant qu'ils rencontrent ton équipe technique, et arriver avec ce document-là, aller à l'entretien pour débiaiser le truc. Parce qu'en fait c'est difficile d'évaluer techniquement les candidats avant de les voir coder, avant de les voir en situation, etc. Et du coup il y a trop de biais si on le fait avec une évaluation humaine, et il y a des candidats qui sont rejetés sur CV alors qu'en fait ils ont des compétences techniques incroyables. Ils ont une connaissance du CV, ils sont passionnés. Tu vois, par exemple, on avait un client, une grosse ESN qui recrute beaucoup, et la directrice du recrutement, quand elle arrive chez nous, elle nous dit cash, ah non, par contre, nous, on baisse pas le niveau, hein, c'est bac+5 minimum. La boîte, elle a été créée par un centralien et deux polytechniciens. De temps en temps, on prend des gens qui ont fait l'université, mais il faut pas baisser le niveau. Tu vois, texto, tu vois. Et je lui dis, mais et le problème qu'elle nous disait, c'est sur cette équipe-là en particulier, qui est une agence web qui fait du PHP en interne dans le groupe, tu vois, qui fait des logiciels PHP. Les candidats que j'envoie, ils les trouvent, mes opérationnels les trouvent pas assez techniques. Et je lui dis, en vrai, alors fais-nous confiance, rencontre telle personne et telle personne qui sont en vie en ce moment. C'est des mecs, même si tu leur demandes pas de parler de PHP, même si tu leur dis que tu comprends rien en PHP, ils te parlent de PHP pendant 2 heures et tu restes intéressé même si t'as rien compris, tu vois. Et du coup, elle nous dit, OK, on les rencontre. Et les ces opérationnels étaient satisfaits en disant, ah ouais, super technique, etc. Ils adorent le PHP, etc. Et c'était des gens qui ont fait une reconversion, qui n'ont pas fait une école d'ingénieur. Ouais. Mais faire une reconversion, c'est super dur. Et ceux qui arrivent pendant 2 ans à bouffer du PHP tous les jours dans leur chambre, etc., mais ils sont vraiment passionnés techniquement, tu vois. Et donc, quand tes opérationnels te disent, tu m'envoies des candidats pas assez techniques, peut-être que, en fait, t'envoies des candidats qui ont fait des parcours universitaires au lieu d'apprendre du PHP, quoi. Et voilà. Et donc, c'est ça que les tests techniques externalisés, ils enlèvent, tu vois. OK. Parce que si elle avait écouté ses opérationnels, elle aurait continué à envoyer des gens qui ont fait l'université ou centrale, ou telle école. Ouais. Ou telle école, et ils auraient continué à dire non, ils sont pas assez techniques. Donc en termes de diversité et d'inclusion, ça peut être un atout. Moi, je trouve en tout cas que les tests techniques, nous, la façon dont on les propose, nous on propose pas des jeux, etc. Oui. Je trouve qu'en tout cas, ça débiaise, et oui, ça fait ressortir des candidats qui sont incroyables. D'accord. Il y a énormément de candidats africains qui font des super scores sur nos QCM, ils ont pas étudié en France. Tu vois, moi je trouve, en France aujourd'hui, t'as quand même beaucoup de travailleurs qui viennent de Tunisie ou du Maroc, et dans les métiers de l'ingénierie aussi, on connaît pas leur diplôme, on sait pas c'est quoi les écoles d'ingé. Et du coup, ils ont des bonnes écoles d'ingé, mais juste on les connaît pas, et du coup, ils ont moins de chances de passer le screening de CV, tu vois. Les QCM, ça enlève ça, tu vois. D'accord, ok. Donc ça peut être vraiment intéressant pour, comme tu dis, pour débiaiser peut-être clairement notre vision tradie des choses, quoi. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut l'utiliser en préqualification et pas en qualification, du coup. Et du coup, comme tu payes souvent aux candidats, tu te dis, je paye 10 € pour tester les candidats, mais bon, peut-être que ton annonce, elle a été trop ouverte en sourcing, du coup. Et du coup, ça va effectivement te coûter 500 € de QCM, etc. Donc, il y a une question de budget. Quand on teste en qualification au lieu de précal, souvent, c'est une question d'argent, et je pense que c'est pas la bonne raison, tu vois. Du coup, quelles seraient les formations que tu recommanderais à quelqu'un qui aurait envie de se reconvertir dans le monde de la tech? Les formations. Ouais, est-ce qu'il y a des écoles de reconversion que toi, que tu trouves chouettes et de bon niveau dans ton univers? En fait, en vrai, alors, le marché de la formation, il a été dérégulé, il a été libéré sur les dernières années, ce qui est une bonne chose. Et déjà avant, quand il était très régulé avec des écoles, tu vois, moi j'ai fait une bonne école à titre pro, tu vois, mais dans ma promo, tout le monde n'était pas excellent comme moi en informatique, tu vois.
tout le monde n'avait pas fait le club info, etc. Et il y en a qui, du coup, 10 ans après, sont bien meilleurs que moi en informatique, mais tu les aurais recrutés jeunes diplômés, tu leur aurais demandé de faire des trucs très techniques, ils n'auraient pas réussi, etc. Je veux dire, c'est que même quand tu as les meilleurs profs, la meilleure formation, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, techniquement, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans les formations, ils ont des intervenants qui sont souvent pas permanents. Oui. Et donc, du coup, sur une promo, il va y en avoir qui ont eu un super intervenant, super rapport avec l'intervenant, etc. D'autres non. Donc, c'est pas que la qualité est variable. Je pense que c'est une réalité de la formation de manière générale. Tout le monde digère pas de la même façon le cours. Tout le monde n'a pas la même adhérence avec le prof. Donc, c'est difficile. Moi, je trouve que il y a par contre ce qui est vrai, tu vois, et sur les commerciaux, par exemple, tu vois, Rocket School, par exemple, ils ont une bonne approche tu vois, quand tu recrutes des commerciaux, avec le commercial qui fait la relation entreprise avec l'école, il est mauvais, tu vois. À quel moment ton école va me proposer des bons commerciaux? Tu vois, bon, là, ici, par exemple, ça marche sur ce truc-là, mais sur les devs, ça marche. Les écoles, elles ont toutes, si tu veux, une culture un peu différente, tu vois. Une couleur différente, une vibe différente dans leur marketing, tu vois. La White Code School, avant, on était en chaussettes. Maintenant, ils tolèrent les gens, ils sont plus inclusifs, ils laissent les gens qui veulent pas montrer leurs pieds, quoi. Mais tu vois, il y a le wagon, ils ont toujours cette couleur un peu entrepreneuriale. Ils ont l'habitude de former des gens qui sont entrepreneuriaux, tu vois. My Digital School, c'est un petit peu plus école privée, campus avec formation initiale qui mélange avec la formation supplémentaire, tu vois. Ils ont tous, finalement, toutes les écoles, elles ont une couleur différente, qui fait que du coup chaque individu il s'y retrouve dans un truc. Et moi je trouve qu'en tant qu'entreprise, si tu comprends bien ta culture d'entreprise, tu peux te dire il y a plus de chances que je recrute des gens qui bossent, qui ont étudié à la Wild ou à My Digital School ou au Wagon, que de gens qui ont recruté, qui ont fait telle école. Et à ce moment-là tu te rapproches de ça. Il faut vraiment pas se baser sur la qualité de la formation ou les critères, les technos. Il faut vraiment aller chercher la culture. Est-ce que les gens qui sont attirés par cette culture par le marketing de l'école, c'est les gens qui vont être attirés par ta boîte, tu vois. Ok. Très clair. Alors le temps défile. Je suis des réponses super longues. Non, le temps défile. Damien, y a pas de souci. C'est quoi si on se projette un peu, les perspectives d'avenir du recrutement dans la tech? Comment tu vois les choses évoluer, toi? En vrai, déjà, ce qui est fascinant. Ce qui est fascinant, si tu veux, c'est que après 8 ans à faire le métier, je me rends compte qu'en vrai, alors c'est ce qu'on appelle la GEPP maintenant. Oui. En fait, personne n'arrive à prédire les compétences de l'année prochaine. Genre, personne n'avait vu la vague DevOps et ça. Et en fait, moi, je trouve que maintenant, j'espère, ce que j'aimerais, tu vois, genre, je sais pas si ça va se passer, mais ça débloquerait quand même le monde si on faisait ça. Si on avait si on avait des RH qui comprenaient vraiment la DSI dans les entreprises et qui étaient capables d'aider les managers à anticiper leurs besoins en compétences techniques, quoi. Parce que c'est ça qui fait qu'on a du chômage ou qu'on n'arrive pas à recruter, c'est que on recrute à l'arrache tout le temps la compétence qu'on n'a pas déjà dans la boîte, on n'a pas des gens comme ça. Alors qu'en vrai, on devrait investir sur l'upskilling et le reskilling dans nos grosses DSI, tu vois. Et donc, tu vois, par exemple, dans mes clients, il y a BNP Paribas, ils recrutent des gens qui font du ZOS et de l'AS400, tu vois. Voilà. Le CTO en entretien, j'ai interviewé le CTO sur notre chaîne YouTube, je lui dis recruter sur l'AS400 c'est pas dur, il fait on a une école de formation en interne pour former les gens sur ZOS. Voilà, c'est ça la bonne réponse en fait au problème. Oui. Tu vois, les gens qui disent je trouve pas de développeur Ruby avec 2 ans d'expérience. Est-ce que tu as une idée? Oui, il faudrait que je forme des développeurs Ruby junior. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, on est pauvre, on est bloqué sur la situation de recrutement, on a l'impression que ça marche pas parce qu'on n'investit pas sur la formation de nos collabs et sur la DSI, sur la technique, ça se voit mais cruellement, quoi. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'on a passé 8 ans les dernières années le nez dans le guidon, de toute façon faut se battre, c'est la guerre des talents, faut se battre pour recruter des gens, etc. Maintenant c'est moins tendu pour recruter, on a un peu plus de choix. Et du coup, on peut, reculer un peu, regarder juste à côté. Et là, en fait, regardez, juste après, il y a l'étape de formation des collabs, de l'upskilling, de reskilling, qui commence par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Peut-être que maintenant, on va investir dans nos collabs, parce qu'en plus, maintenant, les collabs, ils se barrent pas tout de suite, parce que il y a moins de tension sur le marché. Tu vois, et ça, en vrai, pour moi, alors pour mon business, c'est pas ouf, mais pour moi, en tant que dev, et pour le bonheur des devs, je trouve ça chouette. Et c'est une vraie façon d'investir dans l'attractivité des collabs, tu vois, dans l'attractivité de la boîte pour les collabs. Ok, très clair. Tu reviens au bonheur des devs. Mais c'est ça le plus important. Ouais. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que l'attractivité sur les annonces, c'est un vrai critère. C'est vraiment, si ton annonce, elle marche pas, il y a un problème d'attractivité sur le job. Faut se pencher dessus. Ouais. Faut se pencher dessus. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu aurais envie de parler?
Autour de ta vision des métiers de la tech, du recrutement dans la tech, de We Love Dev, tout simplement. Bah, finalement, tu vois, il y a un sujet sur ce que c'est un job board spécialisé. Tu vois. Quand on t'apprend à recruter, on dit tu mets des annonces. Souvent, tu vois depuis l'onglet promote de ton ATS, tu vois pousser des annonces, etc. En fait, ouais, c'est comprendre comprendre la place que prend le support de publicité, tu vois, dans la diffusion des annonces. Bah, du coup, ouais, nous aussi, on doit se poser les questions on a un support de publicité sur lequel nos clients mettent des annonces. C'est quoi aussi le support qu'il leur faut? Tu vois, j'aimerais bien pouvoir que mes clients ils aient aussi la démarche en sens inverse, tu vois, de dire, de se dire, bah attends, en fait, j'ai une annonce. Où est-ce qu'il faut que je la diffuse pour avoir les bons candidats? Où est-ce que mes candidats ils regardent, etc. Bah, en fait, cette démarche-là aussi, nous, notre job en tant que job board spécialisé, c'est de faire en sorte que les candidats qui vont changer de poste dans l'IT cette année, ils soient déjà en train d'être sur We Love Devs, de regarder, de s'intéresser. Et au moment où vous mettez votre annonce, vous aurez les candidats qui vont changer de job cette année qui vont l'avoir, quoi. Et comment on maintient cette audience-là? C'est pas que avec des jobs, c'est avec du média, c'est avec des prises de parole, avec du contenu marque employeur fait avec nos clients ou du contenu qu'on a produit nous-mêmes. Voilà. Moi, la question, c'est est-ce que je te retourne, hein, si tu veux, Florent, c'est toi, t'en as vu des job boards dans toute ta carrière. Les job boards spécialisés, ça a changé, tu vois. Les job boards pour les devs qu'il y avait avant, t'avais liste d'annonces dès que t'arrivais sur le site, ça a changé, quoi. Pour toi, qu'est-ce qui va changer sur mon marché, tu vois, encore? C'est une bonne question. Moi, je suis pas un expert de ton marché, mais même si je suis un ancien dev, pour info. Ouais. J'ai commencé en tant que dev, tu vois. Donc, t'as connu les anciens qui sont pas morts, donc on va pas les citer. Ouais. Non, mais non, on va pas les citer. Mais effectivement, moi, je crois clairement au job board spécialisé. Je pense que ça a vraiment place. Quelque part au job board de communauté, je sais pas si on pourrait l'appeler comme ça, où il y a les job boards généralistes qu'on connaît tous et qui ont leur place et qui font ça très bien. Et à côté, effectivement, d'avoir ces job boards spécialisés de communauté qui vont effectivement amener du contenu aux visiteurs, que le visiteur soit l'entreprise ou que le visiteur soit les candidats potentiels. Et ça, pour moi, je pense que ça, c'est... je crois plutôt au côté communautaire. Je crois vraiment à ça. Et je pense qu'il y a... Regarde, tu vois, Hugo Décrypte qui a lancé il y a quelques jours, quelques semaines son média. Alors après, le fait que Laurent l'ait éclaté. Laurent Broy l'a déjà éclaté. J'en ai déjà vu d'autres qui l'ont éclaté aussi. J'en ai déjà lu des posts LinkedIn là-dessus. Bon, je pense qu'il y a il vient de le lancer, il faut le laisser faire son truc, etc. Mais par contre, il joue sur un sujet qui est que sont sa communauté. Et il crée un job board autour de sa communauté. Et tu regardes aux US, etc., tu as d'autres influenceurs, d'autres producteurs de contenu qui ont des communautés très spécialisées, qui commencent à côté à lancer leur job board spécialisé de la même manière. Donc je me dis qu'il y a des choses à regarder autour de tout ça. Après, côté candidat, c'est pas facile parce que du coup, il faut que j'aille où, il faut que je sois sur X job board. Et côté entreprise, c'est aussi effectivement un travail d'attractivité, de marque employeur, de savoir se mettre en avant. C'est là où moi j'aime bien ce que tu proposes, effectivement, où déjà tu peux créer ta page. Enfin, ça coûte 0, quoi. Déjà, tu peux te bouger en disant je vais créer ma page We Love Dev. Ça va déjà te forcer à amener du contenu, de la photo, de la vidéo, de vrais collabs, de te poser sur ton entreprise. Après d'acheter des annonces chez toi tant qu'à faire. Mais en tout cas, d'avoir cette première démarche. Et ça, je pense que c'est un sujet d'avenir. Il y a une place pour les job boards généralistes, il y a une place pour les job boards spécialisés. Et pour moi, ça va même sur les job boards de communauté aujourd'hui. Et le mot communauté, tu vois, au début, je voulais pas qu'on utilise chez We Love Devs, on utilisait plutôt plateforme. Et ensuite, on s'est refocus sur job board et site d'emploi. Et le mot communauté, avant, je n'osais pas l'utiliser parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent de manière un peu trop galvaudée, quoi. J'ai un Discord avec 200 utilisateurs inactifs, c'est une communauté. Oui, non, c'est un peu léger. Et une vraie communauté au sens, dans la littérature sur les bouquins, c'est Seth Godin, Tribu. On a besoin d'un leader. C'est vraiment ce bouquin-là, il explique vraiment la différence. Si tu aimes le marketing et le marketing RH, Tribu, c'est incroyable. Et il explique vraiment une communauté, c'est des gens qui se rendent service sans l'utilisation l'influenceur est un prétexte pour que les gens se rencontrent et se rendent service les uns les autres, tu vois. Et c'est ça qui est important, au-delà de juste c'est un influenceur et l'influence. Non, c'est genre dans la communauté, il y a des gens, ils s'aident les uns les autres et comment est-ce qu'ils se rendent service, sur quel moyen, sur quel vecteur, etc. C'est ça qui fait la communauté. Et tu vois, on commence à le toucher aujourd'hui avec le fait que les gens ils viennent sur We Love Devs pour partager des questions d'entretien, pour
CD. Alors qu'avant, on faisait des portraits, les gens ils parlaient de leur carrière et ça. Mais c'était un peu moins activable, si tu veux, immédiatement. J'entends bien. Et là, maintenant, on commence à le toucher et j'y crois vraiment. Mais après, il faut je trouve pour activer une communauté, il faut avoir des volumes d'audience qui sont nécessaires. Tu vois, aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'inscrits, 250 000 visiteurs par mois. Tu vois, quand tu rajoutes des questions, des questions, il y en a 50 000 qui vont être passées dans le mois, tu vois. Donc quand tu es dev, tu écris une question, tu peux voir ton compteur de nombre de gens qui ont passé ta question, tu vois. Et tu vois, quand tu pars de zéro, c'est compliqué de partir de zéro, etc. Il faut pas compter sur ta communauté pour ramener d'autres gens. Faut activer ta communauté pour qu'elle contribue parce qu'il y a déjà une audience. Donc j'ai trouvé ça dur. Je trouve qu'on commence à le toucher aujourd'hui. Et oui, et du coup, quand vous bossez avec un job board spécialisé, vu que c'est une communauté, il faut que vos collabs ils prennent la parole dessus. Ouais. Alors avant, nous, on était un média sponsorisé, etc. Donc quand je voulais faire une campagne, fallait absolument acheter des emplacements, etc. Aujourd'hui, on est un peu plus flex. Tu peux solliciter la personne qui est journaliste chez nous. Elle s'appelle Marie. Alors il y a plein de Marie chez nous. On est 8. C'est un critère de recrutement. Non, mais c'est une angoisse. On est 8, il y a 3 Marie. Comment on fait ça? Oui. Est-ce que je dois recruter que des Marie? Elle s'appelle Marie, mais tu peux la solliciter, lui dire j'ai tel sujet, ce que t'en penses. Nous, on en parlera en réunion de rédaction, et peut-être qu'on demandera à ton dev de prendre la parole sur ce sujet-là. Voilà, et encourager vos collabs à prendre la parole en public, ça c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Et en fait, sur un job board spécialisé, il faut être dans les contenus qui sont autour des annonces, quoi. Oui. Tu vois, et c'est pas que acheter un dispositif de campagne à l'année avec du nombre de vues, etc., quoi. Bah c'est pour ça que notre ami Hugo Décrypte, ce qu'il a lancé, il y a encore plein de taf, quoi. Parce que pour l'instant, tu vas sur son site, t'as quand même 30 annonces qui se battent en duel, et t'as rien d'autre, quoi. Mais alors, on a fait 2 missions d'influence et de micro-influence déjà avec nos clients. D'accord. Parce que des fois, les clients disent j'aimerais bien faire ça, et puis ça sort un peu du scope de Wheel of Death à ce moment-là, et puis en média, on fait on peut vous aider. Donc par exemple, on a un client qui faisait un événement d'attractivité, tu vois, donc il organisait une espèce de séminaire où tu devais candidater pour venir, si tu étais retenu parce que tu étais un candidat potentiel, tu vois. Et on lui dit fais venir de 4-5 influenceurs, nous on te met en relation avec les gens, etc. Et ça a marché. Le client a bien géré aussi, hein. Il a dit aux influenceurs de faire des posts qui pouvaient inviter des gens, il les a défrayés. Tu vois, il n'a pas été chiche, il les a pas rémunérés en sponsor, mais il les a défrayés correctement et il leur a fait les bons call to action, tu vois, pour qu'ils fassent le truc. Et ça a bien marché. L'année d'après, il a refait la même chose, mais il nous a pas repris le dispositif de micro-influence. Et finalement, il a annulé le séminaire parce que personne n'est venu. Et là, on a un autre client qui nous a recommandé un dispositif de micro-influence. Et alors, dedans, il voulait un méga influenceur, un gros youtubeur. Alors, ce client-là, on a réussi à le faire passer sur Underscore. Alors, pour le coup, sur la chaîne de Micode, c'est le copain de Hugo, quoi. Ouais. Pour le coup, là-dessus, on était vraiment agence RP. C'est-à-dire qu'il a payé le client a payé son passage. Nous, on a pris notre fille en plus, etc. Tu vois, et on se retrouve à faire ça. Et je pense qu'il y a un vrai sens dans ta marque employeur à activer les influenceurs, en particulier chez les devs. Parce que les devs, c'est comme les skaters, quoi. Genre, si tout le monde n'utilise pas la même techno que toi, t'es pas cool, tu vois. Et je comprends pas, on est censé être un métier technique, mais on est vachement influençable. Donc, quand tu recrutes des devs, activer des micro-influenceurs, des influenceurs, c'est hyper important. Okay. Et tu as des créateurs de contenu qui ont des blogs, etc. Et ils ont un widget Wheel of Devs avec des annonces Wheel of Devs dessus, et nous, on les rémunère en affiliation. Énorme. Ça leur rapporte pas grand-chose, mais ça leur rapporte de quoi... un bon site web, nous, on va le rémunérer 200 à 300 euros par mois en fonction de la performance, quoi. Ouais, donc c'est pas mal. Quand tu es indépendant, ça te paye au moins tes serveurs, et puis un petit peu plus, quoi. Voilà. C'est pas non plus énorme, mais voilà, on fait ça, et il y a clairement un rôle pour les influenceurs et les clients. Il y a plein de choses à aller chercher, en fait. Ouais. Ok, très clair. Est-ce qu'il y aurait des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast qui tournent autour du monde de la RH, hein, que ce soit des professionnels RH en entreprise ou des fondateurs d'entreprises autour du monde de la RH, comme toi tu l'as fait? Alors si vraiment entrepreneur RH, il y a une personne que je voudrais revoir maintenant, moi c'est Louis-André de TalentView. Ok. Alors je sais pas si vous le connaissez, moi j'ai eu la chance de le rencontrer parce qu'on est dans des réseaux chez l'entreprise locaux, mais il a scellé sa boîte l'an dernier, et puis je l'ai déjà entendu sur 2-3 podcasts. C'est aussi quelqu'un qui a un parcours entrepreneurial assez inspirant, quoi. Tu vois, il a fait c'est un courseux. Alors je sais pas si tu as à Rennes, vous allez pas faire de la voile, vous êtes trop loin de la mer. On n'est pas très loin de la mer, on est Saint-Malo est pas super loin. Ouais, enfin, moi je suis pas voileux, moi. T'es pas voileux. Non, voilà. Chacun ses problèmes. C'est un voileux, et je trouve que ça a du sens dans son expérience professionnelle, dans son expérience. Ouais, il est chez Kelio aujourd'hui, c'est ça. Mais je crois que Kelio, c'est la boîte qu'il a racheté. Kelio, c'est pas une boîte niortaise? C'est une boîte de Lille.
Ah, de Cholet, et t'as raison, ouais. Ouais, exact. Cholet. Exact. Ouais. Et il est chez Kelio aujourd'hui, ce garçon. Bah ouais, je note son nom. Voilà, franchement, en tout cas, moi, si c'était. Si je voulais réinviter quelqu'un à déjeuner pour qu'il me raconte son histoire, ce serait probablement Louis-André récemment. Ouais, bah pourquoi pas. Et donc, tu peux l'inviter sur ton podcast et tout le monde prendra un déjeuner de qualité, quoi. Profil intéressant. Voilà. Ouais, grand merci, Damien. Je l'ai pas prévenu avant. Hein. Non, mais c'est pas bien grave. Et il sera de toute façon très, très content. D'être cité, je pense. Voilà. T'écoutes des podcasts? Alors déjà, t'as un podcast, toi? Alors le podcast We Love Devs existe encore. En ce moment, c'est beaucoup replay. En fait, on va avoir quelque chose qui s'appelle Rythme. C'est un podcast qu'on diffuse en live sur LinkedIn, on le remet sur le podcast après. Et là-dessus, c'est Alexandre, mon collègue, qui se fait plaisir. Il invite des gens qu'il aime bien, etc. Et puis on essaie d'aborder des sujets qui intéressent tout le monde, aussi bien les candidats que les recruteurs. Okay. Moi, je mettrai le lien alors dans la description. C'est le podcast de We Love Devs, le podcast. Et si vous regardez les saisons avant, il y a des portraits de gens, de candidats dans la tech qui sont fascinants. Sur la saison 2, j'ai interviewé 40 personnes. Ouais, bah, je mettrai les liens. Et au-della du podcast de We Love Devs et au-delà du mien, t'écoutes d'autres podcasts? J'écoute le podcast de Léo Bernard, le Tam Tam. Ouais, Tam Tam, il est top. Okay. Après, mais j'ai regardé. Je savais que tu avais posé la question. Et en fait, moi, j'écoute des podcasts de manière très éclectique. Hein. C'est vraiment. Bah ouais, est-ce que t'as un podcast que t'aimes bien, qui n'est pas forcément RH? Hein. Mais alors, il y a des podcasts, tu sais, qui sont finis. Il y a des podcasts, oui. Il y avait 8 épisodes à écouter. Ils sont pliés. Ils sont finis. Et donc, dans les derniers podcasts que j'ai écoutés, le podcast Oussama le Magnifique. Oui, ok. Moi, me reparle. Alors, la personne est controversée. Elle est clivante, ouais. Mais c'est vrai que ça me rappelle une époque golden où j'étais à Paris. Et effectivement, il y avait une émulsion. L'argent était super accessible facilement. Il y avait cette fracture entre la rive droite, il y avait Numa, et rive gauche, il y avait The Family. Moi, ça m'a remis dans cette nostalgie. Ok. Et il y a un autre podcast, la nouvelle Odyssée de l'espace, qui a été fait par les journalistes, je vais me tromper, mais bon, sur les journalistes radio, quoi, qui s'intéressent à la Space Tech et à la nouvelle Odyssée de l'espace. Et alors, le podcast est un peu ancien. Maintenant, on parle beaucoup de Space Tech, etc., des startups. Le podcast, il était un peu avant. Et je trouve qu'il explique vachement bien tout le potentiel de développement de l'industrie aérospatiale. Moi, ça m'a fasciné. Ouais. Ah bah super, je mettrai les liens. Je vais retrouver tout ça, je vais mettre les liens. Je te donne juste après. Ouais, mais ça se trouve, ça va se trouver facilement. Ouais. Ok, si on a besoin de te contacter, envoyez-moi un email. Vraiment. Alors c'est quoi ton email? Damien@welovedevs.com. Ok, et tu réponds. Voilà. Et je réponds. Alors, est-ce que je réponds à tous les emails? Si l'email est pertinent, hein, soyons honnêtes. Ouais. Si c'est pour te vendre des trucs, non. Bah. T'es comme moi. Bah non, mais si, non, mais des fois, des gens, ils ont un truc à me vendre, je réponds sincèrement, tu vois. Mais alors, je reçois 40 emails qui sont pas très intéressés par ça. Non, moi, ce qui m'amuse, c'est que tu vois, j'avais Happy to Meet You et j'ai We Feel Good et il y a plein de gens qui pensent que c'est des startups. Et donc, je reçois, mais tu peux pas imaginer le nombre de cabinets de recrutement qui m'écrivent pour me dire on peut vous aider à recruter. Je l'ai encore eu un hier. On peut vous aider à recruter des devs. Ouais, sauf que moi, je recrute pas de devs. Et... Ah oui, non, mais il y a encore. Et je me dis, mais comment les gens font leur approche, quoi? C'est catastrophique. Il y a plein de gens qui m'approchent en disant, mais même, tu sais, des sociétés de ESN pour me reproposer dev parce qu'ils pensent que je suis une ESN. Oui, effectivement, ouais. Et là, je me dis, mais petit conseil aux commerciaux, enfin, j'ai pas de problème avec les commerciaux, mais allez voir ce que vous faites, ce que font vos cibles avant de leur écrire. Enfin, c'est juste la base, quoi. Et arrêtez de faire des messages automatiques. En vrai, je crois que souvent, c'est pas le commercial qui a fait la liste. Non. C'est un service quelconque, ils prennent des adresses et puis ils envoient, quoi. C'est les gens qui font les listes, ils font n'importe quoi. Ouais. Ok, un grand merci, Damien. Un grand merci d'être venu jusqu'à Rennes, c'était cool. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices, ils voient un peu plus clair aussi sur le recrutement dans le métier de la tech, parce que c'est pas simple, c'est pas facile, c'est toujours un peu difficile côté RH, effectivement. Ouais. Et puis, je vous encourage à contacter Damien, de regarder ce que fait We Love Dev et puis de s'intéresser à votre manière de faire qui est un peu différente. Je trouve de marier un cabinet de recrutement avec un job board spécialisé, une communauté, je trouve ça vraiment, vraiment malin. Merci à tout le monde et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.